Bienvenue à toutes et à tous qui êtes en direct en ligne. Bonjour à Frédéric Potier qui co-anime avec moi ce meeting et qui est co-directeur de l'Observatoire des radicalités pour la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Frédéric. Bonjour. Pour ma part, je suis journaliste à Charlie Hebdo. Merci à ceux qui m'ont proposé de co-animer ce meeting. Alors, ce meeting est une initiative citoyenne en dehors de tout engagement politique. Chacun dans son domaine d'expertise va décrypter Marine Le Pen, son programme, expliquer en quoi elle est bel et bien toujours d'extrême droite, en quoi son arrivée au pouvoir serait un danger pour la démocratie, que ce soit en termes de respect de l'état de droit, de remise en cause des libertés individuelles et collectives, de respect des droits humains, mais aussi de la place de la France au niveau international. Alors, quelques mots au préalable aussi, j'en profite sur l'engagement de Charlie Hebdo pour lequel je travaille. C'est une évidence pour Charlie depuis sa création de lutter contre l'extrême droite. Je rappelle qu'en 1996, l'hebdomadaire avait lancé une pétition pour dissoudre le Front National car il considérait que ce parti était alors un danger pour la démocratie et pour la République. Et alors que l'héritière du FN est aux portes du pouvoir, nous publions demain, mercredi, un numéro spécial, une sorte de dystopie pour alerter sur ce que deviendrait la France si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Et il suffit d'ailleurs de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie ou en Pologne, dont les dirigeants sont amis et proches de Marine Le Pen pour comprendre ce qui se passerait concrètement. Il faut aussi se rappeler que malgré une pseudo-dédiabolisation, eh bien, elle est toujours entourée de membres, par exemple, du groupuscule d'extrême droite antisémite et raciste comme le GUD, et que son programme propose de graves remises en cause de l'état de droit, mais chacun d'entre vous pourra développer tout cela. Et dans ce numéro que nous publions demain, RIS appelle bien évidemment à voter pour Emmanuel Macron, quelles que soient les critiques, et elles sont nombreuses, qu'on peut faire à sa politique, mais là n'est pas la question, et on ne manquera pas de poursuivre ces critiques dans le journal s'il est réélu. Mais on appelle donc évidemment à voter pour Emmanuel Macron, car, comme le dit Rhys, toute autre solution serait au mieux de la lâcheté, au pire de la complicité. Voilà, et je passe maintenant la parole à mon co-animateur Frédéric Potier. Merci beaucoup, Laure. Je ne serai pas très long, simplement pour présenter non pas la Fondation, mais l'engagement de la Fondation Jean Jaurès à lutter évidemment contre toutes les formes d'extrémisme, en particulier les extrémismes identitaires. Nous avons mené, notamment à l'Observatoire des radicalités politiques, un gros travail sur plusieurs personnalités d'extrême droite. D'abord, Éric Zemmour en septembre, avec un dossier qui lui était consacré sur son style, sur son programme, sur ses idées. Nous avons récidivé, si j'ose dire, il y a quelques semaines avec un dossier sur Marine Le Pen, qui est disponible en ligne. Tout ça est évidemment téléchargeable gratuitement sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Et dans quelques jours, une note sortira sur Marine Le Pen et les libertés, puisque la candidate d'extrême droite se targue de défendre les libertés, de défendre la démocratie. Et nous avons la conviction que c'est bien l'inverse. C'est-à-dire que nous avons le sentiment, mais la certitude même, que Marine Le Pen, c'est un danger démocratique, c'est un danger pour les libertés fondamentales et c'est un danger pour l'état de droit. Et donc, ça me permet d'introduire les deux premiers intervenants de ce meeting numérique citoyen, en précisant évidemment que c'est une initiative citoyenne, qu'il n'y a pas de collectif organisé derrière tout ça. C'est vraiment des personnes qui vont vous parler librement, sincèrement, avec leur cœur, avec leur expérience. Et j'ai le plaisir d'accueillir, sans ordre protocolaire, mais c'est un Premier ministre, Manuel Valls. Et nous aurons le plaisir d'entendre dans la foulée Zineb El Rajouи, en précisant que cet ordre d'intervention a été beaucoup lié à la disponibilité des uns et des autres, et que nous aurons le plaisir parfois d'avoir aussi des vidéos, parce que toutes ces personnalités n'étaient pas toujours disponibles en direct. Cher Manuel, je vous passe la parole peut-être pour une intervention. Alors le format est court, j'en suis désolé, je crois que c'est entre 3 et 5 minutes, mais il y a beaucoup de monde et beaucoup de personnes engagées, ce qui était un bon signe. Merci à tous les deux. Je vais parler évidemment du fond du cœur, sincèrement, et aussi avec toute la raison qui s'impose, puisque au fond, il s'agit du destin de la France. Et que rien n'est joué dimanche prochain, que tout est possible et que le pire est possible. Et que nous devons d'ailleurs lutter dans les jours qui viennent contre la lâcheté, en effet, la complaisance, la complicité, le relativisme qui renvoie pour certains les deux candidats finalistes dos à dos. Donc il faut se mobiliser en nous rappelant qu'en 2002,
il y avait une forte mobilisation contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Vous nous rappelez que lors de la grande manifestation du 11 janvier 2015, après les attentats de Charlie, de Montrouge et de l'Hypercacher, le Front National, l'extrême droite, n'était pas présent au cœur de cette grande manifestation républicaine pour la démocratie et la liberté. Alors, j'entends dire que le Front républicain est mort. Je ne sais pas. En tout cas, je crois que nous devons favoriser l'union républicaine, la morale, l'éthique, le rappel de l'histoire, le rappel des valeurs. Ça compte dans un pays comme la France. Ce n'est pas pour rien que les deux anciens présidents de la République, présents encore, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ou la famille de Jacques Chirac, ou les secrétaires généraux des deux grands syndicats ouvriers ont appelé à voter contre Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron. Rappelons-nous que le Rassemblement national est l'héritier tout simplement du Front National, c'est-à-dire un parti extrémiste, national-populiste, raciste, antisémite, qui prône le rejet de l'autre. Ça vient d'être dit. L'histoire du Front National, puis ses racines dans la collaboration ou dans la torture au moment de la guerre d'Algérie, c'est un clan familial, c'est le clan Le Pen qui somme déjà 8 candidatures depuis 1974. Et les entourages, nous les connaissons. C'est Dieudonné, c'est Soral, c'est Châtillon, ce sont les Gudard, c'est-à-dire la violence, le rejet de la République et la démocratie. C'est la division, c'est stigmatiser l'autre, l'immigré, l'étranger, le musulman. C'est une vision autoritaire. Ce parti cherche à s'approprier les valeurs de la République que sont par exemple la laïcité et la liberté, et pourtant, à travers sa vision du Conseil constitutionnel, sa volonté d'interdire un signe religieux dans l'espace public, démontre tout le contraire de ce qu'il cherche aujourd'hui à être pour grappiller des voix, voire pour conquérir le pouvoir. Deuxièmement, je le disais il y a un instant, nous jouons le destin de la France et donc de l'Europe, puisque la France est un grand pays sur le continent et dans le monde. Et c'est ça aussi qui est en jeu le 24 avril prochain. Où en serions-nous si Mme Le Pen, aujourd'hui, était présidente de la République et gérait la guerre en Ukraine? Qu'en serait-il si Mme Le Pen l'emportait dimanche par rapport à ce conflit en Europe, en Ukraine, et alors qu'elle se retrouverait jusqu'à l'été prochain présidente de l'Union européenne? Elle incarne aujourd'hui tout le contraire du rôle, de la place, du destin de la France en Europe. Elle propose la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Elle propose de nouvelles alliances avec la Russie de Poutine. Elle propose la rupture, tout simplement, avec l'Allemagne, ce partenaire essentiel pour nous, pour la construction européenne. Elle propose de fait une sortie de l'Union européenne sans l'assumer, mais elle propose un Frexit qui ne porte pas son nom. Ces références, nous les connaissons, sont Poutine, Orban, Trump, et il suffit de regarder la photo de tous les leaders d'extrême droite il y a quelques semaines à Madrid pour se rendre compte de ce que représente Marine Le Pen, quelles sont ses valeurs, ses propositions pour la France et pour l'Europe. Et je le dis d'autant plus au moment où nous assistons à une recrudescence des massacres, des bombardements, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Ukraine, alors qu'elle-même, il y a encore quelques semaines, se vantait de sa relation avec Vladimir Poutine. C'est tout le contraire de cette France forte dans une Europe souveraine et indépendante qu'incarne aujourd'hui Emmanuel Macron. Enfin, Marine Le Pen, c'est l'absence de crédibilité. Et c'est là où il faut insister. Ces projets économiques, sociaux, ces propositions pour les financer plongeraient, et cela va être développé tout au long de cet après-midi, le pays dans la ruine et plongerait épargnants, retraités, fonctionnaires, ouvriers, Français modestes, femmes qui vivent seules, qui peuvent être tentés par un vote de colère en votant, se saisissant du bulletin de Marine Le Pen, qui les plongerait dans le marasme. Où en serions-nous, par exemple, si Mme Le Pen avait eu à gérer le Covid-19 alors qu'elle a voté contre toutes les mesures qui s'imposaient à ce moment-là, alors qu'elle a nié contre l'évidence, la pandémie et les raisonnements scientifiques. Pour toutes ces raisons, le destin de la France, nos valeurs, l'Europe, la crédibilité
de notre pays, ce 24 avril, il faut se rassembler sur l'essentiel, parce que c'est sur l'essentiel que nous sommes toujours plus forts. Alors, ça peut être un vote de conviction, de raison, de rejet de l'extrême droite, bien évidemment. Mais au fond, derrière cela, il doit y avoir un vote. C'est l'amour de la France. Et il faut se rappeler d'ailleurs des mots du président Jacques Chirac en 2002, qui mettait en garde contre l'extrémisme et ce poison qui, à des moments donnés de notre histoire, a pu être terrible. Alors, au nom de l'histoire, au nom des valeurs et au nom de la raison aussi, de la réalité économique et sociale que vit notre pays, moi, comme tous ceux qui vont suivre au cours de cet après-midi, j'appelle à un rejet puissant. Il doit être fort contre l'extrémisme, mais aussi un vote d'adhésion et d'unité autour du président de la République, autour d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Manuel Valls, pour ce plaidoyer enthousiaste. Je passe la parole à Zineb El Razouine, peut-être. On vous connaît comme écrivaine, militante, journaliste. Je vous laisse développer les raisons de votre présence et de votre engagement. Bonjour et merci à Laure et à Frédéric d'organiser ce meeting. Merci à Manuel Valls pour tout ce qui vient d'être dit et auquel je souscris intégralement. Je ne vais donc pas répéter ce qui vient d'être dit puisque je le valide. Je vais simplement préciser les raisons pour lesquelles je pense que Marine Le Pen est une candidate d'extrême droite et je vais essayer de le faire depuis l'angle de la défense de la laïcité, de la lutte contre l'islamisme. Bien évidemment que Madame Le Pen est opposée à l'islamisme, mais l'est-elle pour les mêmes raisons que de nombreuses personnes ici présentes? L'est-elle parce qu'elle défend les valeurs républicaines? L'est-elle parce qu'elle défend la laïcité? Ou l'est-elle parce qu'elle défend une vision identitaire, étriquée et figée finalement? L'est-elle parce qu'elle défend un narratif exclusif, univoque de la France? Moi, je pense qu'elle est une candidate d'extrême droite parce qu'elle, d'abord, elle adhère totalement à la thèse complotiste du grand remplacement. Elle n'a malheureusement pas été la seule au cours de cette élection, mais la thèse du grand remplacement relève de la croyance et de la thèse complotiste, puisque cela sous-entend que tout ceci est orchestré, qu'il y a une espèce de plan caché qui voudrait remplacer des populations par d'autres. Ça, pour moi, ça relève de la croyance complotiste et c'est aussi une caractéristique de l'extrême droite. Sur les questions de la lutte contre l'islamisme, Madame Le Pen s'apprête, si elle est élue, à franchir le pas fatal, s'apprête à franchir un pas dangereux pour la démocratie, qui est en fait celui de lutter contre l'islamisme par la destruction finalement de nos acquis démocratiques. Elle le démontre en suggérant qu'elle interdirait le port du voile dans l'espace public, dans la rue. Ceux qui pensent qu'elle est revenue sur cette mesure se trompent. Elle n'a jamais expliqué qu'elle s'était trompée ou que c'était finalement une mesure qui n'était pas légale, pas démocratique et pas constitutionnelle. Elle a simplement dit, pour des raisons électoralistes, c'est une mesure qui n'est pas prioritaire. Interdire le voile dans la rue, alors malgré ce que nous pouvons penser les uns et les autres du voile, et personnellement mes positions sur la question sont claires, j'ai une profonde aversion pour le voile, pour le symbole qu'il représente, et je pense que l'interdire est une atteinte à la démocratie que Madame Le Pen souhaite franchir, et elle ne voit même pas où est le problème. Je pense que toute la difficulté, toute la subtilité du combat contre l'islamisme, c'est justement de mener cette bataille en respectant nos acquis démocratiques, en respectant les droits humains. S'il s'agissait simplement de basculer dans la coercition, je pense que ce combat-là prendra une toute autre tournure, c'est-à-dire ça sera le combat du plus fort contre le plus faible. Ça sera un bras de fer. Et en réalité, Madame Le Pen nous propose de lutter contre une lutte identitaire en lui opposant une autre vision identitaire. Moi, je pense que la démocratie, les valeurs républicaines nous montrent un chemin qui est plus élevé, un chemin qui est plus vertueux, c'est-à-dire de lutter contre des valeurs identitaires en leur opposant des valeurs supérieures, qui sont des valeurs universalistes, englobantes, qui sont les valeurs de fraternité de notre pays. Je pense que
une initiative telle que celle d'aujourd'hui est extrêmement importante parce que nous devons, en démocrate, pouvoir mettre de côté nos différents politiques, pouvoir mettre de côté effectivement tous les griefs, tous les reproches que l'on peut faire au président de la République, parce qu'aucun président n'a jamais été parfait, aucun président n'a jamais fait un parcours sans faute. Je pense qu'en tant que citoyens, nous pouvons tous trouver pas mal de choses à redire sur une politique d'un candidat, mais là, on a un choix à faire qui est celui de voter pour la démocratie ou pour un régime qui finalement propose de façon décomplexée des mesures totalitaires et antidémocratiques. Donc, je pense que c'est extrêmement important qu'aujourd'hui on dise, moi je le dis personnellement depuis quasiment le début de cette campagne, je voterai Emmanuel Macron, je soutiens Emmanuel Macron, non pas dans chaque mesure qu'il fait, mais je le soutiens dans la vision qu'il a de la France, dans le projet qu'il porte, et je le soutiens surtout parce qu'il m'apparaît aujourd'hui comme le candidat porteur des valeurs françaises, de la démocratie, du respect de nos institutions. Et je pense que c'est extrêmement, et je conclurai là-dessus, c'est extrêmement important de lancer un appel à tous les laïcs. Et là, je m'adresse à Laure, par exemple, qui vient de rappeler l'initiative de Charlie Hebdo, qui me paraît extrêmement importante, un appel à tous les laïcs que je vois aujourd'hui se diviser, dont je vois certains se fourvoyer auprès de Marine Le Pen, et comme certains se sont aussi fourvoyés auprès d'Éric Zemmour. Ce qui se passe aujourd'hui est déterminant pour l'avenir de notre combat. Est-ce que nous allons entériner aujourd'hui ce qui a été dit par les islamistes depuis le début, c'est-à-dire toute personne qui s'oppose à nous est une personne d'extrême droite? Madame Le Pen, elle dit la même chose. Elle dit, moi, j'ai le monopole de la lutte contre l'islamisme. Eh bien, moi, je dis, c'est faux. Nous, les laïcs, nous devons montrer qu'il y a une autre voie à tracer, qui est la voie de la démocratie, que nous sommes partout, que nous sommes dans toutes les formations politiques et que nous sommes bien unanimes sur une chose, s'opposer à l'islamisme sans déroger à nos valeurs démocratiques et s'opposer à l'islamisme sans basculer dans l'extrême droite. Voilà. Eh bien, merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup pour votre sincérité. Merci. Alors, voilà, on va écouter maintenant, je crois, Bruno Tertrais, qui est politologue, spécialiste des questions géostratégiques. Il va nous expliquer notamment quelles seraient les conséquences d'une élection de Marine Le Pen en termes de politique étrangère et de défense. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Bruno Tertrais, je suis politologue, j'ai 30 ans d'expérience de l'analyse des relations internationales et des questions de défense. Je voudrais vous dire en quelques mots pourquoi une présidence Le Pen, ça serait une présidence du parti de l'étranger au pouvoir, une présidence du désordre en Europe et une présidence de l'affaiblissement du poids de la France dans la famille occidentale. Une présidence Le Pen, ça serait le parti de l'étranger au pouvoir, un parti qui prétend être le Rassemblement national, le parti de la souveraineté française, un parti souverainiste, et qui est en fait le parti de la soumission à l'étranger. Vous savez que ce parti doit plus de 8 millions à des banques russes, et bien évidemment, la sympathie qu'a Mme Le Pen pour M. Poutine est réciproque. Rien ne ferait plus plaisir à M. Poutine en ces temps où nous avons besoin de solidarité européenne et occidentale face à Moscou. Rien ne ferait plus plaisir à M. Poutine qu'une victoire de Mme Le Pen. Une présidence Le Pen, ça serait aussi le désordre en Europe, ça serait la fin du couple franco-allemand, un couple qui, faut-il le rappeler, a permis, en tout cas a largement contribué à garantir la paix et la sécurité de notre continent depuis 60 ans. Et puis une présidence Le Pen, ce serait aussi une perte d'influence de la France en Occident. Là encore, à un moment où on en a beaucoup, en nous retirant du commandement militaire intégré de l'OTAN, Marine Le Pen nous empêcherait d'avoir la place, le rôle, l'influence dont nous avons besoin au Conseil de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire dans l'instance politique suprême de l'Alliance Atlantique. Ça serait aussi la fin de l'Europe de la défense, du grand rêve de l'Europe de la défense, auquel l'immense majorité de nos concitoyens sont attachés, puisque la crédibilité que nous perdrions en nous retirant du commandement militaire intégré de l'OTAN, eh bien, nous empêcherait de persuader nos partenaires de la validité et de la légitimité de ce projet. Marine Le Pen, elle prétend agir en gaulliste, mais en fait, c'est une imposture. D'abord parce que personne ne sait ce que ferait le général de Gaulle aujourd'hui. De Gaulle était un pragmatique, et donc le faire parler aujourd'hui en 2022, c'est à mon sens peu crédible. Et puis surtout,
surtout, en temps de crise, et nous vivons une grande crise européenne, en temps de crise, le général de Gaulle savait toujours dans quelle famille il était, à quel camp il appartenait. Il savait toujours être aux côtés de nos alliés, États-Unis, mais pas seulement, Allemagne et autres, dans les moments difficiles. Donc je crois que finalement, le lepénisme, ça a l'apparence du gaullisme et en fait, ça a plutôt un goût de pétainisme. Alors, merci beaucoup à Bruno Tertrais. Je crois que nous avons en ligne Raphaël Enthoven. Est-ce que vous êtes toujours là? Je suis là. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à vous, merci pour votre participation. Alors, bien sûr, on vous connaît comme philosophe, comme essayiste, engagé pour la laïcité notamment, et bien sûr contre l'extrême droite. Alors, dites-nous, je crois que vous voulez nous parler tout particulièrement de ceux qui sont dans un ni Macron ni Le Pen. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Oui, parce que ce que j'ai à vous dire tient en peu de lettres. Hein. Je me suis fixé la tâche de respecter les délais. Ça tient en 9 lettres. Non au nini. Voilà, tout simplement. Et alors, je précise ici que je n'appelle pas au barrage. Je ne suis pas un castor, comme disent les adversaires du barrage. C'est pas l'idée. Je ne suis pas en train d'appeler au barrage. Je n'appelle pas à l'érection d'une digue immense et poreuse contre le diable du Front National. Non. Ce que je veux vous dire, tout simplement, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, ce que fait le Nini, un président républicain qui a fait baisser le taux de chômage, qui a fermé les centrales à charbon, qui a fait le 100% santé, qui a sacrifié le budget plutôt que la vie des anciens, qui nous a sortis de la pandémie sans se laisser impressionner par les complotistes, ni par Poutine, ni par Trump, qui a parlé de RT et de Spoutnik comme d'organes de propagande devant Poutine, qui défend la laïcité en républicain, Zineb l'a rappelé très bien, qui a fait la loi contre le séparatisme. Enfin, je veux dire, un candidat qui fait applaudir ses adversaires quand les autres font la sourde oreille aux insultes. Comment est-ce qu'on peut mettre un tel président sur le même plan qu'une candidate indécise, autoritaire, versatile, incompétente, paresseuse, séditieuse, débitrice directe à hauteur de 9 millions d'euros de Vladimir Poutine et qui rêve d'un coup d'État et de se servir du référendum pour dynamiter la Constitution? En fait, voilà. Comment peut-on mettre ces deux personnages sur le même plan? Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à dire ni face à une telle alternative? Et encore une fois, ce n'est pas la morale qui proteste ici, même si Manuel Valls a raison de rappeler que la morale est importante. La morale est importante, mais je la crois inefficace. C'est l'évidence qui proteste ici. C'est la raison. C'est l'envie de s'étonner qu'un pays sublime où tout ne va pas bien, mais qui est en bonne santé, dont l'influence est 10 fois supérieure à la taille, puisse envisager un instant de se donner une présidente aussi lamentable. Je veux dire, il est peut-être désagréable de voter Macron, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est fou de voter Marine Le Pen. Voilà. Et alors, voilà, non au nini, résolument. Et puis, je veux ajouter ceci. Faut-il que la vérité n'ait aucune importance, en fait, n'ait plus aucune importance? Faut-il qu'on ait lavé le cerveau de nos enfants? Faut-il que des démagogues dopés par les réseaux sociaux aient eu accès aux consciences de nos adolescents pour les convaincre que Macron et Le Pen, c'était blanc-bonnet et bonnet blanc? Il faut dire la responsabilité historique de démagogues, comme Jean-Luc Mélenchon par exemple, dans l'acceptation de cette fausse équivalence. 5 ans à raconter n'importe quoi. 5 ans à flatter le désir puéril de croire qu'on vit en dictature. 5 ans, 5 ans. Le résultat, c'est que quand la dictature arrive, des gens qui se prenaient flatteusement pour le dernier rempart se couchent, s'abstiennent, votent blanc. Le faux diagnostic, complaisamment répété par les démagogues de droite comme de gauche, que la France est une dictature, débouche aujourd'hui sur le risque véritable qu'elle le devienne. Et le dernier point, et en un mot, non au nini parce que, quelle que soit sa situation, tout électeur est responsable de son vote. Si on s'abstient et qu'elle passe, on aura activement contribué à cet enfer et ce sera notre responsabilité. Non pas la responsabilité du président qu'on n'aime pas, si vous voulez. Gouverner, ça n'est pas se faire aimer. Aucune animosité ne justifie un suicide. Si le déplaisir de voter Macron l'emporte sur l'urgence de voter contre Marine Le Pen, eh bien, c'est
leur choix. C'est le choix des électeurs. Et même si elle ne passe pas, les électeurs en question devront l'assumer toute leur vie. Voilà. Très bien, je crois qu'on a compris votre message de non au Nini. Merci beaucoup, Raphaël Enthoven. Je crois qu'on peut, merci à vous. Je crois qu'on peut écouter maintenant l'écrivaine Émilie Frèche qui nous rappelle notamment combien Marine Le Pen veut gravement remettre en cause les droits humains et notamment l'accueil des réfugiés. On l'écoute. À l'heure de la guerre en Ukraine et de la situation catastrophique pour tant de réfugiés, dans son programme, Marine Le Pen entend criminaliser tous les actes de solidarité, encore plus drastiquement qu'ils ne le sont aujourd'hui. Elle compte également remettre en cause le principe de fraternité et l'alinéa 4 du préambule de 46, qui a été pour réduire drastiquement et pour limiter le droit d'asile en France. J'ai eu la chance, pendant 3 ans, d'écrire et de réaliser un film sur le sauvetage des réfugiés à la frontière italienne, dans les Briançonnais. J'ai vu l'engagement d'associations, de bénévoles, un engagement qu'on retrouve partout en France avec toutes nos associations. Et ne serait-ce que pour eux, pour l'admiration que j'ai pour eux et l'idée que je me fais aussi de la France et de nos valeurs, je voterai sans hésitation le 24 avril pour Emmanuel Macron. Alors, merci beaucoup à Émilie Frèche pour son intervention. Je ne sais pas si on est toujours connecté. Tout à fait. Pardon, très bien. Je vais laisser la parole peut-être à mon co-animateur. Oui, alors je ne sais pas, parce qu'il y a des petits changements dans l'ordre. Oui, alors, je crois que nous avons en ligne Omar Youssef Souleiman. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. Merci. Merci à vous d'être en ligne avec nous. Voilà, tout simplement pourquoi vous souhaitiez. Enfin, vous êtes écrivain franco-syrien. On peut dire que vous savez malheureusement ce qu'est de vivre sous un régime autoritaire. Peut-être que vous pouvez nous parler de cela et nous dire tout simplement pourquoi vous souhaitiez intervenir dans ce meeting citoyen. Tout simplement parce que ce que vous avez dit, je viens d'un régime dictatorial. J'ai passé la majorité de ma vie en Syrie et je viens d'obtenir la nationalité française il y a juste 5 mois. Donc, c'est par une manière ou une autre, voter est un privilège. Et ce que je ne comprends pas, ce sont ces jeunes Français et Françaises qui refusent cet acte ou pratiquer leur propre démocratie sur leur propre territoire. D'ailleurs, ce qu'on avait vu il y a 2 semaines par rapport aux étudiants de Sciences Po, quand ils ont manifesté contre Macron et contre Le Pen, sauf que c'est complètement absurde. Non, maintenant, aujourd'hui, c'est le moment de choisir soit Macron, soit Le Pen. On a un sort de démocratie, il faut la défendre et il faut qu'on vote. Personnellement, je vais voter Emmanuel Macron pour le 2e tour. Et je vous avoue, en fait, pour le premier tour, avoir voté, pour moi, c'était la champagne, c'était la fête, parce que c'était excellent. C'était la première fois de ma vie où ma voix compte, où je sentais que j'existais par une manière ou une autre, où je participe à l'avenir de la France. Donc, c'est génial dans mon nouveau pays, vous voyez. Alors, je souhaite que tout le monde vote pour le 2e tour, qu'on ne baisse pas les bras. Et c'est pas parce que, alors c'est un message aussi à certaines gauches françaises, ce n'est pas parce que Mélenchon n'est pas passé au 2e tour, ça sera la catastrophe. Il faut accepter le résultat parce que c'est le résultat de la démocratie et il faut pas dire qu'on dit chez un. En fait, ce qui était incroyable, ce qui est vraiment inacceptable pour moi ces dernières années, quand je fréquentais de nombreux manifestants, surtout de la part des Gilets jaunes, une fois qu'ils savaient que je venais de la Syrie, ils me disaient, nous aussi, on vit chez la dictature, en régime dictatorial, mais c'est une dictature masquée. Et Emmanuel Macron, c'est comme Bachar al-Assad, sauf qu'Emmanuel Macron, c'est un dictateur qui nous manipule par l'impérialisme, par le capitalisme, blablabla. Ça, c'est inacceptable parce que ça donne une légitimité au vrai dictateur, qui s'appelle Bachar al-Assad, qui a assassiné plus que 500 000 personnes de son peuple, et aussi ça permet à certains militants français d'être aussi violents, qui prendre des armes
Parce qu'une fois qu'on considère le régime français ou le président français comme un dictateur, ça nous donne une sorte de légitimité de lutter contre lui avec la violence. Parce que la dictature, ça va pas passer, ça va pas partir avec des manifestations passives. Donc, je trouve que c'est un discours tellement absurde, tellement dangereux. Et c'est malheureusement lié avec certains de manifestants d'aujourd'hui qui disent qu'on est de toute façon, c'est la dictature. On n'a aucun espoir que ça va changer par la démocratie. Mais il faut passer à la violence pour faire renverser ce ils appellent soit le régime dictatorial, la dictature sanitaire, la dictature économique, la dictature, à chaque fois, il y avait une autre dictature. Sauf qu'à mon avis, on n'a aucune dictature en France, on a encore la démocratie. Et il faut qu'on profite à fond pour sauver notre pays et de l'extrême gauche et de l'extrême droite et tous les extrémistes et les radicalistes, surtout les radicalistes islamistes qui ont malheureusement, de nombreux d'eux ont appelé voter Mélenchon ou n'importe quel type de l'extrême gauche. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment d'aller voter, être mobilisé pour faire barrage contre tous les extrémistes en France. Et à mon avis, c'est la seule solution de notre pays. Aujourd'hui, je l'appelle notre pays parce que je suis aussi français. Merci beaucoup, Merci Omar, pour cette ode à la démocratie, aux élections et au vote. Ça permet de faire une transition vers Astrid Panosyan-Bouvet, femme d'engagement, femme engagée dans la vie politique, dans la vie des idées. Je vais vous laisser peut-être réagir sur cette ode à la démocratie et cette envie de continuer à s'engager pour la démocratie, pour que la démocratie française puisse perdurer. Oui, bonjour à tous. Effectivement, ce que Omar Suleiman a dit, c'est la meilleure réponse pour ceux qui pensent que les élections, ça ne compte pas et que ça ne change pas grand-chose à la vie des gens. C'est le meilleur éloge qui puisse être dit. Moi, je voulais m'adresser à ceux qui ont peut-être voté au premier tour et qui veulent s'abstenir ou voter blanc parce qu'ils jugent que Le Pen et Macron, c'est la même chose ou que de toute façon, c'est déjà joué et gagné d'avance et donc pas la peine de voter parce que Macron va passer. Alors, à ceux qui pensent que Macron et Le Pen, c'est la même chose, moi, je veux simplement leur rappeler de regarder le programme de Madame Le Pen, qui est un vrai programme d'extrême droite. Parce que si Macron est élu le 24 avril au soir, contrairement à Le Pen, il n'organisera pas son premier référendum sur la préférence nationale et le droit du sang. Et contrairement à Le Pen, s'il est élu le 24 avril au soir, il n'aura pas recours au référendum non plus pour faire passer ses décisions sans l'encadrement des élus de la nation ou des juges du Conseil constitutionnel. Si Macron est élu, contrairement à Le Pen, il ne mettra pas à mal notre cadre chéri de la laïcité française qui protège celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas contre toutes les tyrannies, en voulant interdire le voile sur la voie publique ou en voulant interdire l'abattage rituel halal et kasher pour nos concitoyens qui veulent vivre tranquillement leur foi sans déranger personne. Contrairement à Le Pen également, il ne privatisera pas l'audiovisuel public, comme l'a déjà fait le Premier ministre hongrois Orbán, qui a très bien compris que pour museler la presse et les médias libres, la solution la plus simple et la plus rapide, c'était de la privatiser au profit des copains. Et enfin, si Le Pen est perdante, comme l'a très bien rappelé Bruno Tertrais avant nous, la France ne recevra pas le télégramme du déshonneur d'un Poutine se félicitant de sa victoire dimanche soir. Parce que Le Pen, c'est aussi effectivement défaire les alliances savamment construites depuis des décennies en Europe et sur le plan de l'Atlantique avec l'OTAN, qui sont vitales aujourd'hui pour la sécurité de notre pays. À ceux qui pensent que ce n'est pas la peine d'aller voter parce que c'est déjà gagné pour Macron, moi je veux aussi m'adresser à eux aujourd'hui. Parce que je veux leur dire qu'aucun sondage n'avait donné gagnant, ni le Brexit, ni Bolsonaro au Brésil, ni bien sûr Trump aux États-Unis. Et nombreux sont les abstentionnistes qui se sont littéralement mordus les doigts le lendemain pour ne pas être allés voter la veille. Alors, si vous voulez éviter l'impensable, parce que le programme de Le Pen vous rébute à juste titre, il faut voter Emmanuel Macron. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le programme d'Emmanuel Macron, eh bien, vous pourrez toujours voter contre lui aux législatives. Le président de la République, c'est le garant de nos institutions et la première voix de la France à l'international. Voilà pourquoi moi je vous appelle, chers concitoyens, qui projetez de vous abstenir, qui projetez de voter blanc, d'y penser en conscience.
on ne peut pas risquer de mettre dans les mains de Marine Le Pen et de tous ses amis les instruments qui leur permettront d'amoindrir nos libertés et de défaire la France que nous aimons tous, malgré nos différences et nos oppositions que nous devons continuer à faire vivre dans une conversation civique. Le régime de liberté, c'est le fondement et le socle de tout notre édifice républicain. Sans la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, comme l'a rappelé Émilie Frèche, ne sont pas possibles. Et si nous ne sommes pas d'accord sur l'orientation que doit prendre notre économie, la fiscalité, les retraites, le droit du travail, le mix énergétique, et alors discutons-en lors des prochaines législatives. Notre responsabilité commune, c'est de ne pas laisser tomber la France dans les mains de ceux qui veulent nous priver de la liberté. C'est de ne surtout pas laisser à Marine Le Pen la possibilité de se réclamer du soutien d'une partie malheureusement du pays, qu'il va falloir entendre et qu'il va falloir écouter, et du silence d'une autre pour la mettre à bas. Alors le 24 avril, c'est simple, l'abstention profitera à Marine Le Pen, car ses électeurs à elle ne s'abstiendront pas. Alors la question n'est pas de savoir ce qui se passera dans 5 ans, la question c'est de savoir ce qui se passera dans 5 jours. Emmanuel Macron, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il n'a pas un discours de haine. Il me semble terriblement malhonnête d'en faire un diable qui serait aussi dangereux qu'un parti qui a prospéré sur des pulsions de haine et de rejet. Alors oui, il y a un vrai choix entre un vote d'adhésion, qui est le mien, un vote de raison, qui j'espère sera le vôtre, et une abstention qui serait celle du pire. C'est cette France libre, démocratique, républicaine, laïque, pluraliste que nous voulons. Et c'est cette France-là que nous devons défendre le 24 avril pour la faire gagner. Vive la République et vive la France. Merci beaucoup pour ce plaidoyer enthousiaste et dynamique. Alors, je crois que pour des raisons de timing, nous devons passer la parole à Pascal Bruckner, donc, que je ne présente pas, hein, philosophe, écrivain, grande figure humaniste de la vie intellectuelle française. Monsieur Bruckner, je ne sais pas si vous nous entendez, je vous passe la parole. Je crois que votre micro est éteint. Je crois que voilà. Voilà. Voilà, ça devrait marcher. Voilà. Bonjour, merci. La question que je voudrais poser, c'est où se situe politiquement le Rassemblement national? Est-il à droite? Est-il à gauche? Moi, il me semble qu'il faut appliquer à Marine Le Pen un critère que l'on appliquait jadis au Parti communiste. Le Rassemblement national n'est ni à droite ni à gauche, il est à l'Est, il est à Moscou. On sait que le parti de Marine Le Pen a été financé essentiellement par une banque russe et que sa présidente a toujours marqué une sympathie affichée pour le maître du Kremlin, qu'elle a refusé de le condamner comme un criminel de guerre. Et il se passe pour le Rassemblement national quelque chose qui s'est déjà passé pour l'extrême droite avant la Seconde Guerre mondiale. Les partis les plus patriotiques, ceux qui étaient comme l'Action française xénophobe, antisémite, anglophobes, français à tout crin, sont les premiers qui, lorsque les Allemands sont entrés en France, se sont prosternés devant l'envahisseur et ont condamné violemment, tel Charles Maurras, la résistance intérieure. Et donc, le vote en faveur de Marine Le Pen serait en réalité un vote en faveur de Vladimir Poutine. Cela lui donnerait le droit de contrôler nos actions politiques, nos actions juridiques, nos actions diplomatiques. Si vous aimez évidemment Vladimir Poutine, ce tueur de masse, ces mercenaires sanglants, sa politique de terreur, alors il faut voter Marine Le Pen. Voter Marine, c'est voter Poutine. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bruckner. Je crois qu'on a une vidéo d'Arthur Esbag, je crois, qui doit être dans le pipe, si je ne me trompe pas. Salut à tous. Je profite de ce jour férié pour vous envoyer cette petite vidéo. Nous sommes à quelques jours des élections et je ne sais pas vous, mais moi, que ce soit dans les discussions avec les gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le JT, que ce soit un peu partout, on sent cette tension à quelques jours des élections, une tension qui est certainement liée au fait que jamais les écarts n'ont été si proches, si réduits.
Et je peux comprendre la colère, le ras-le-bol, l'exaspération parfois de tous ces gens qui en ont marre et qui le disent. Mais la semaine prochaine, dans l'urne, le prochain président de la République française ne s'appellera pas abstention ou vote blanc. Non, il s'appellera soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron. Alors, bien sûr, la perfection n'existe pas. On en rêverait tous. Mais pour la jeunesse, pour la France, pour l'image de notre pays dans le monde, pour l'Europe, moi, je vais voter Macron. Je vais voter Emmanuel Macron. Ne pensiez pas une seconde que j'allais voter pour l'extrême droite. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous voulez avoir une idée de l'esprit démocratique, de la tolérance de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, je vous invite à lire les messages qui vont suivre la vidéo que je vais poster. Voilà. Voilà, merci pour cet engagement d'Arthur. Et nous sommes en ligne maintenant avec Mohamed Sifawi. Si vous nous entendez, Mohamed, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présence à ce meeting citoyen. Alors, on ne vous présente plus non plus, mais voilà, vous êtes essayiste et on vous connaît évidemment pour votre engagement contre l'islamisme. Et vous voulez nous expliquer notamment pourquoi Marine Le Pen finalement ne combat pas réellement l'islam radical et elle s'avère être presque, on peut dire, un rêve pour les islamistes. Expliquez-nous pourquoi. Merci. D'abord, bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, depuis le temps que j'exploite la littérature islamiste, comme on dit communément, et surtout djihadiste, je ne cesse de lire une volonté clairement affichée par cette mouvance de voir la France, mais pas seulement, les autres pays européens, tomber sous une gouvernance d'extrême droite. Cela peut étonner, mais c'est une réalité d'une incroyable logique. La raison est simple, ils cherchent à créer en vérité un tel antagonisme afin de se nourrir des excès des milieux xénophobes et racistes, parce que la logique d'extrême droite nourrit effectivement le narratif islamiste qui ne cesse de rappeler que la France serait un pays raciste et xénophobe et que les valeurs dont elle se réclame ne seraient qu'un habillage. Alors ensuite, j'ai voulu surtout regarder de très près, pour être dans le rationnel et dans la raison, donc de regarder de très près le programme du Rassemblement national en matière de lutte contre les mouvements islamistes, comme ils disent. Premier constat, alors que l'extrême droite a refusé, parce qu'il faut le rappeler, a refusé de voter au Parlement quasiment l'ensemble des lois proposées au cours de ces dernières années, dont la loi dite contre le séparatisme islamiste, par exemple, voilà qu'elle propose une loi rédigée pourtant par un juriste qui manifestement a préféré faire du populisme au lieu de faire du droit. Le problème avec cette proposition, que j'ai lue attentivement, que j'ai fait expertiser par des constitutionnalistes et par d'éminents juristes, le problème avec cette loi, c'est qu'elle est inapplicable et surtout à plusieurs égards, elle est à la fois anticonstitutionnelle et contre l'ensemble de la structure, je dirais, juridique de notre droit, enfin, la structure de notre droit. J'invite d'ailleurs tous les juristes, et ils sont nombreux qui ne l'ont pas encore fait, à aller voir de plus près, si j'ose dire, s'ils veulent rire un peu, enfin, si je puis me permettre cette boutade, parce que même un étudiant en première année de droit ferait le même constat et rirait probablement davantage devant les inepties qui sont déployées. Alors, pour ma part, avec mes modestes connaissances en matière de droit, j'ai relevé pêle-mêle quelques graves entorses que d'aucuns pourraient vérifier. Des entorses juridiques très graves, comme je le disais, à l'ensemble de l'architecture de ce pays. Cette loi du Front National contredit d'abord les articles 1 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle contredit, voire elle piétine l'article 225-1 du Code pénal, l'article 1er et d'autres articles encore de la loi 1905 sur la séparation entre les églises et l'État. Or, ces lois, que chacun peut aller consulter encore une fois, ne font qu'assurer la retranscription juridique du cadre républicain et son triptyque liberté, égalité, fraternité. Et donc, avec le programme du Front National, avec le programme de Marine Le Pen, on commet en vérité un attentat contre 4 valeurs essentielles de la République. D'abord, la liberté, et notamment la liberté de conscience, l'égalité entre les religions et entre les croyants et les non-croyants, la fraternité et la laïcité. Par conséquent, détrompez-vous, enfin je parle à ceux qui en pensaient ou pensent encore voter pour elle, quand nous disons que le programme de Marine Le Pen est anti-républicain, n'y voyez là aucun abus de langage. C'est la stricte vérité et la stricte réalité. Maintenant, dans les déclarations,
Vous avez dû entendre les uns et les autres une chose qui peut paraître d'une logique implacable dans la bouche, en tout cas c'est ainsi que c'est présenté dans la bouche de certains partisans de l'extrême droite, mais qui est en vérité d'une incroyable bêtise. L'expulsion des fichiers S étrangers. Alors là, il faut bien comprendre de quoi s'agit-il. Il y a un ancien ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé avant moi, Manuel Valls, et qui connaît très bien ce sujet. J'ai vu dans le programme qu'il y aurait aussi Bernard Cazeneuve, il pourrait aussi en parler. En tout cas, tous ceux qui connaissent cette thématique savent que la fiche S n'est pas une incrimination pénale. Il s'agit d'un outil très utile pour les services de renseignement afin que ceux-ci puissent suivre des individus, pas seulement les islamistes d'ailleurs, hein, il y a y compris des amis de Vladimir Poutine qui sont fichés S et qui, en raison de leur fréquentation, de leur conviction idéologique, de leur activisme, de leur métier, et j'en passe, peuvent représenter un intérêt quelconque pour la sécurité nationale et de ce point de vue, donc, pour les services de renseignement. C'est la raison pour laquelle ces derniers suivent leurs mouvements, leurs déplacements et éventuellement leurs contacts pour définir leur réseau, etc. Et donc, si vous voulez, faire en sorte à ce que cet outil de renseignement devienne une incrimination pénale, fait rentrer forcément la République dans l'arbitraire. Donc, par conséquent, outre le fait, et ça il faut aussi le préciser, que les fichiers S étrangers islamistes, je parle bien des islamistes, sont ultra minoritaires dans l'ensemble des fichiers S qui sont aux alentours de 8500, 9000 selon les périodes. L'expulsion de fichiers S étrangers ne peut reposer donc sur l'arbitraire, parce que les services de renseignement peuvent déclencher une fiche S sur la base d'un soupçon. Or, si on agit à partir d'un soupçon, on accepte l'idée ou le principe que l'arbitraire devienne une norme dans notre fonctionnement administratif et ou juridique. Donc, il était plus facile de dire, si l'extrême droite avait des propositions sérieuses à faire, il faut expulser, par exemple, les activistes islamistes qui représentent un danger évident pour l'ordre public. Mais ça, l'extrême droite ne peut pas le dire parce que d'abord, ce sont des choses qui sont déjà faites. Il y a énormément de prédicateurs et d'imams islamistes étrangers qui sont régulièrement expulsés depuis plusieurs années. Ensuite, parce que quand les lois permettant justement ce genre de mesures ont été discutées au Parlement sous les précédentes législatures, l'extrême droite presque systématiquement a refusé de les voter. Donc parler de fichier S, c'est faire entrer en vérité l'opinion publique dans des sujets qu'elle ne maîtrise pas et ainsi produire de fausses propositions populistes dans l'unique but de faire illusion. Alors il faut le dire, bien sûr que l'islamisme doit être combattu d'une manière implacable. C'est une guerre de longue haleine, mais c'est une guerre qui doit être menée impérativement avec les règles de l'état de droit et avec les valeurs de la République. La France ne doit en aucun cas se renier, ni renier ce qu'elle est en raison de l'existence d'une menace réelle sur l'ordre public et sur notre République. Donc, de ce point de vue, il faut être extrêmement clair et il faut être sur une ligne de crête, je dirais, pour pouvoir mener à la fois une lutte crédible, efficace contre ce phénomène. Certains pensent que le face-à-face qui oppose ces deux candidats qualifiés pour le second tour ne serait juste une question de clivage politique comme on pouvait le voir encore il y a de cela quelques années entre la droite et la gauche. Je parle de la droite républicaine et de la gauche républicaine, évidemment. Certains pourraient penser que ce que nous exprimons ici serait une adhésion pleine et entière pour un candidat, en l'occurrence Emmanuel Macron. Est-ce que nous serions tous animés par un esprit partisan ? En vérité, ce n'est pas de cela dont il s'agit. S'il y a un clivage, il tourne avant tout autour d'un projet de société. Nous pouvons émettre des réserves au sujet de la personnalité du président sortant, on peut critiquer évidemment son quinquennat, et il y a des raisons de le faire, objectivement et calmement, il faut le dire. On peut aussi ne pas être d'accord avec son programme, mais encore une fois, ce n'est pas de cela dont il est question. Pour moi, tout oppose Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et je crois que Raphaël Enthovel l'avait annoncé, en tout cas les grandes lignes, y compris sur le plan philosophique, et pas seulement donc le programme, c'est surtout au sujet des valeurs de ce pays, de l'ordre institutionnel et de la structure constitutionnelle qui obéissent à un cadre, je dirais, tracé et défini par les valeurs de la République. C'est de ce point de vue que Marine Le Pen est dangereuse. Alors oui, je sais, il y a une mode qui s'inscrit dans une musique que nous entendons depuis déjà quelques années et avec insistance depuis quelques jours. Elle aurait changé, elle ne serait pas dangereuse, elle ne serait même pas d'extrême droite, elle ne serait pas la fille de son père, enfin bref. D'ailleurs, vous savez quoi, à entendre ses partisans, l'extrême droite n'existe plus en France. Elle aurait disparu comme ça par enchantement. On se demande pourquoi les eurodéputés du Rassemblement national siègent aux côtés de leurs collègues représentants des différentes extrêmes droites européennes. On se demande
demande pourquoi Marine Le Pen fait des selfies avec des symboles de suprémacistes blancs, pardon de les reproduire aux côtés de néo-nazis antisémites. On se demande pourquoi ses meilleurs alliés, ses amis, sont soit du côté de Moscou, alliés aux proches du Kremlin, soit du côté des pouvoirs hongrois et polonais. Bien sûr que Marine Le Pen est la candidate de l'extrême droite, et il faut le rappeler avec force. Bien sûr que nous avons toujours en France une extrême droite qui avance avec de multiples visages désormais. Celui de Marine Le Pen, certes, je l'ai dit, flanqué toujours de ses identitaires, de ses gudards, de ses agents de Poutine, soigneusement dissimulés d'ailleurs depuis le début de la campagne électorale, tout comme sont dissimulés ses alliés du second tour ou de la préélection, notamment Éric Zemmour, qui, après avoir banalisé le racisme, le révisionnisme et donc l'antisémitisme, voire la misogynie à travers livres et au sein d'un système médiatique que trop souvent complaisant, d'ailleurs je l'avais dénoncé dès 2010, il a permis à une parole détestable de se libérer, il a voulu une réhabilitation de la figure du maréchal Pétain, un dossier qu'on croyait définitivement clos, et ainsi de la collaboration. Et de s'adonner enfin un discours xénophobe et stigmatisant, totalement décomplexé et même d'injurier la mémoire des victimes du terrorisme. Je pense notamment aux familles des enfants juifs de Toulouse assassinés par un terroriste islamiste que je ne vais pas nommer ici, au milieu d'incroyables approximations. Rappelez-vous, il est allé jusqu'à jeter le doute, comme le faisaient jadis les pires antisémites, sur l'attachement de ces mêmes familles juives à la nation française. Oui, parce qu'elles ont eu le malheur d'enterrer leurs enfants en Israël. Alors voilà, je vais m'arrêter là, mais en disant la chose suivante. Dimanche prochain, chacun sera devant sa conscience. Et je respecte le choix des électeurs, mais chacun sera devant sa conscience. Une voix pour Le Pen, c'est en vérité une voix contre la République et c'est une voix contre la France. Pascal Bruckner l'a dit aussi, une voix pour Le Pen, c'est une voix pour Poutine. Et j'ajouterai une abstention, c'est une demi-voix contre la République et une demi-voix contre la France. Je vous remercie. Merci à vous, Mohamed Sifaoui, pour ces rappels très, très importants concernant Marine Le Pen. Alors, maintenant, nous allons écouter, il me semble, Raphaël Lorca, qui est membre de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès et qui nous parle notamment de la stratégie de Marine Le Pen et également, lui aussi, de la remise en cause de l'état de droit qu'elle envisage. On l'écoute. Je m'appelle Raphaël Lorca, je travaille à la Fondation Jean Jaurès et il se trouve que ça fait maintenant 1 an que je travaille spécifiquement sur l'extrême droite. Je me suis beaucoup penché sur les campagnes d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Et à travers cette petite vidéo, j'aimerais en fait vous délivrer 2-3 petits messages très rapides. D'abord, vous dire que ne soyons pas dupes des stratégies d'image. Voilà, et c'est le communicant qui vous parle et qui est très conscient de l'efficacité de ce genre de mise en scène. Ne soyons pas dupes de la stratégie du masque de Marine Le Pen. Il se trouve que Marine Le Pen, depuis maintenant 10 ans, met en place une stratégie de dédiabolisation, mais surtout ces derniers mois, ces dernières années, elle a beaucoup accentué tout un tas d'autres personnages qui la rendent éminemment plus sympathique. On a le masque de la femme cabossée, qui a parcouru tout un tas d'épreuves dans sa vie, qui préfère mettre en scène ses relations compliquées à son père, qui préfère dépolitiser le ralliement de Marion Maréchal en le prenant sur un ton beaucoup plus intime. Il y a le masque de la Marine Le Pen très social. On l'a compris, elle s'adresse au panier de la ménagère pour éviter de s'exprimer beaucoup plus largement sur les questions de l'immigration et l'insécurité. Bon. Et la question de la guerre de civilisation qu'elle reprend à son compte également. Donc il y a toute une stratégie d'image. Ça marche, puisqu'on voit dans tous les baromètres, c'est la 2e personnalité préférée des Français, c'est la 3e personnalité avec laquelle les Français aimeraient partager une bière. Donc on a à coup d'émissions chez Cyril Hanouna, chez Karim Le Marchand, au micro de tout un tas d'influenceurs comme Magali Berda. Effectivement, elle apparaît comme une femme beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante. Mais alors, mon rôle à moi, en tant que communicant, c'est de vous dire attention, parce qu'en fait, on n'a pas fait le travail pendant 6 mois. Et je prends ma part. C'est-à-dire que pendant 6 mois, on s'est concentré sur Éric Zemmour, sur son programme, qui effectivement était beaucoup plus radical encore, puisqu'effectivement, quand on a quelqu'un qui ne dislame pas islam et islamisme, eh bien, en comparaison, et l'effet contraste, il a joué à plein pour Marine Le Pen, en comparaison, effectivement, sa préférence nationale, plus personne n'en a parlé. Et effectivement, moi, c'est la 2e mise en garde que je voulais faire en sus de cette question de la stratégie d'image qui vient masquer son identité d'extrême droite, qu'elle cherche absolument à gommer. Le 2e élément, c'est qu'effectivement, on a été victime d'Éric Zemmour, qui a joué un rôle de formidable paratonnerre pour elle. Regardez le nombre de livres qui lui a été consacré. Moi, j'ai compté, là, il y en a une dizaine qui ont été consacrés à Éric Zemmour ces 6-8 derniers mois. Comptez le nombre de livres qui ont été consacrés à Marine Le Pen. 0. Voilà.
les derniers livres qui remontent sur elle, ça date de la dernière élection présidentielle. Donc, on ne sait rien, on ne s'est pas intéressé à l'actualisation de sa vie, de son entourage, de son électorat. Et donc, toute cette campagne à bas bruit, moi, j'ai parlé à un moment donné de campagne TF1, où je pensais qu'effectivement, la campagne un peu à la Netflix d'Éric Zemmour, qui était tout en fureur, tout en arc narratif, tout en capacité à séquencer toute sa campagne, à feuilletonner ses ralliements, etc. Bah, au fond, ce qui a marché, c'est la campagne TF1, c'est-à-dire la campagne à bas bruit, où effectivement, lorsque Éric Zemmour remplissait des meetings entiers dans des grandes villes, elle allait dans des micro-villes, dans des micro-réunions publiques, sur des micro-places de parking, où elle n'a pas du tout eu le même bruit, la même fureur, la même capacité à attirer l'attention médiatique sur elle, mais petit à petit, en fait, elle s'est imposée. Et je crois que collectivement, on peut se dire que pendant 6 mois, elle a avancé masquée, et il est grand temps maintenant d'essayer de la démasquer. Voilà, c'est un peu le rôle qu'on s'est tous donné ces 15 derniers jours. Alors, c'est compliqué parce que en 15 jours, on doit débunker tout son programme qu'on connaît depuis des mois. Alors, ça donne le sentiment d'avoir une espèce de front massif anti-Marine Le Pen. Mais effectivement, on découvre 3 éléments qui font d'elle encore une candidate d'extrême droite. Je pense que c'est important de leur dire. Premier élément, son projet de référendum contre l'immigration. Quand on regarde dans le détail, l'Obs a fait le travail cette semaine, quand on regarde dans le détail, ça consiste à priver plusieurs millions de binationaux d'emplois publics, privés. Donc, c'est un programme qui est extrêmement radical et qui a encore comme objectif latent la xénophobie. Deuxième élément, supprimer le voile de l'espace public, interdire le voile de l'espace public. Alors, pareil, stratégie de communication, elle pense que cette mesure est tout à fait acceptable en l'état dans la société, où elle compare ça à la ceinture de sécurité. Au fond, plus personne ne proteste contre la sécurité de sécurité. On aurait une amende exactement de la même manière. Redisons-le, c'est d'une extrême violence vis-à-vis de la communauté musulmane. Ne soyons pas dupes non plus de ces arguments derrière lesquels elle se retranche. Et dernier élément quand même, cette idée de préférence nationale dont j'ai parlé tout à l'heure. Effectivement, on ne s'est plus du tout intéressé à cette question-là et on se rend compte à quel point c'est en contradiction totale avec notre Constitution et avec même l'esprit des Lumières de 1789. Dernier type de message, ne soyons pas dupes des inversions, de la stratégie d'inversion à front renversé qu'elle est en train de faire vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Où au fond, elle fait 2 choses. Premier élément, elle laisse entendre qu'il y a une différence de degré, mais pas de nature, entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. Quand je vois les débats entre Darmanin et Bardella, lorsqu'il lui dit, mais écoutez, monsieur Darmanin, le chaos dans les rues et la violence, on a déjà eu dans ce quinquennat, ce ne sera pas pire sur notre quinquennat, ayons la mémoire longue et sachant que lorsqu'effectivement l'extrême droite a les clés du camion, on ne sait jamais exactement quand est-ce qu'elle le rend. Et deuxième élément, ne soyons pas dupes de toutes les inversions sémantiques qu'elle est en train de faire, où elle se réclame de la liberté, où elle se réclame de la candidate la plus démocrate de ce deuxième tour, où au-delà de cet argument de l'extrême droite qui a une longue histoire, ne soyons pas dupes de la tactique politique. La tactique politique, ça consiste à faire une seule chose, et c'est peut-être là que je toucherai le plus à mes amis, c'est de diminuer le coût de l'abstention au deuxième tour. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui refusent de voter Macron. Eh bien, ne tombons pas dans le panneau de sa propre stratégie qui consiste à baisser le coût de ce vote d'abstention, puisque au fond, elle se présente comme la candidate qui n'est pas anti-républicaine et qui est une fervente défenseuse de la démocratie. Au fond, ce serait pas grave de voter abstention. Moi, je crois qu'il faut peut-être ressouligner l'importance de nature qui existe entre ces 2 candidats. Moi, très sincèrement, Emmanuel Macron n'était pas mon candidat au premier tour, mais c'est pas pour autant que je confonds les deux et que dans le deuxième tour, pour faire battre l'extrême droite, qui aujourd'hui ne suscite plus du tout autant d'indignation que dans le passé, pour faire battre l'extrême droite, je glisserai mon bulletin Emmanuel Macron dans ce deuxième tour. Merci beaucoup à Raphaël Llorca pour ce message un peu long, mais merci quand même, avec un appel donc à voter et à ne pas s'abstenir. Je vais céder la parole à Roger-Paul Droit. Maintenant, vous êtes philosophe, journaliste, essayiste. Je ne sais pas si je vous laisse réagir à ce que vient de dire Raphaël Llorca, mais aussi évidemment développer votre propre pensée. Bonsoir, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais essayer de poursuivre et bien sûr de recouper aussi des choses déjà exprimées. J'aimerais parler d'un refrain. Un refrain que vous connaissez tous, une sorte de petite chanson qu'on entend partout depuis pas mal de temps, depuis des années même, mais qui aujourd'hui au café, sur les marchés, entre amis, finit par s'insinuer dans les têtes. Et les paroles de cette chanson disent à peu près «
Et si on essayait, après tout, pourquoi pas la gauche, la droite, on a vu que ça marchait pas, pourquoi ne pas tenter autre chose? Faisons l'expérience, on verra bien. Et il me semble que c'est un refrain qui est redoutablement efficace, parce qu'il semble rationnel, parce qu'il a tout l'air d'un constat réaliste, pragmatiste et même démocratique. Nous avons été déçus, alors ne recommençons pas, essayons donc pour voir. Et si jamais ça n'allait pas, on essaierait encore autre chose. Je veux tout simplement dire non. Non, il ne faut pas voir, il ne faut pas faire l'essai, il ne faut pas tenter l'expérience, il ne faut pas donner le pouvoir à l'extrême droite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce refrain oublie une chose essentielle, l'irréversible. Dans tous les processus républicains, toutes les pratiques démocratiques, la réversibilité est garantie. Alors, on a des mesures qui peuvent être judicieuses ou malencontreuses, des politiques qui peuvent être fastes ou néfastes, mais toujours peut s'effacer ce qui a été fait, ou en tout cas au moins se réparer. On peut recommencer. Avec l'extrême droite, ce n'est plus le cas, ce ne serait plus le cas, parce que la République et la démocratie risquent, sous un pouvoir de ce genre, de se retrouver très vite détraquées, faussé, endommagé, de manière probablement irréversible et irréparable. Alors les dégâts, on en a déjà parlé, ils sont prévisibles, ils sont pratiquement tous annoncés, ils sont même affichés dans le programme de l'extrême droite. Ces dégâts, ils concernent notamment la constitution même de la République française, l'affaiblissement de l'Union européenne, la mise en péril des équilibres économiques, la désorganisation du pouvoir d'achat sous prétexte de le défendre. La liste serait longue. Elle peut se résumer à la détérioration programmée de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, à la fois dans les politiques publiques, bien sûr, mais aussi dans les vies quotidiennes, dans les vies de tous les jours de tous les citoyens de ce pays. Voilà pourquoi il ne faut pas essayer, comme le chante le refrain. Parmi les facteurs de risque d'une détérioration irréversible, il n'y a pas seulement le programme de la candidate d'extrême droite, ni son inexpérience, ni son incompétence, ni son passé. Il y a aussi, et à mon avis on ne le dit pas assez, dans ces facteurs de risque, tous ceux qui peuplent sa coalition, ses alliés, ses proches, ses soutiens, où se trouve quantité de nostalgiques de Vichy. Rien ne dit qu'elle soit un jour aussi changée, bienveillante qu'elle soit apparemment devenue, qu'elle soit en mesure de les tenir à l'écart, ni de les tenir en bride. Essayer, ce serait voir la grandeur de la nation se transformer en tentation de repli et d'isolement. Ce serait voir l'autorité, qui est évidemment nécessaire à l'État, dégénérer en autoritarisme. Ce serait voir la dignité humaine bafouée par l'exclusion et par le mépris. Et là encore, la liste serait longue. Je crois que la démocratie et la République sont des trésors, mais des trésors fragiles. Il ne peut pas être question de prendre le risque de confier leur destinée à des gens capables de les abîmer ou de les détruire. Voilà pourquoi il ne faut pas essayer. Et donc, faire ce qu'il faut pour que Marine Le Pen ne soit pas élue à la présidence de la République, c'est-à-dire voter Emmanuel Macron. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une vidéo de Benjamin Haddad, si je ne me trompe pas, mais Laure me corrigera si c'est le cas. C'est le cas. Je crois que c'est le cas. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Haddad, je suis chercheur en relations internationales. Merci à tous de participer à ce rassemblement citoyen contre l'extrême droite, pour la démocratie, pour la République et pour l'Europe. Je voudrais vous parler d'une des conséquences, d'un des enjeux majeurs de cette élection du 24 avril. C'est bien sûr la guerre en Ukraine, la guerre qui nous mobilise, qui nous touche tous en tant qu'Européens,
depuis l'agression russe menée contre la population ukrainienne le 24 février. Depuis le 24 février, les Européens, les Américains ont fait le choix ensemble de donner à l'Ukraine les moyens de se défendre contre cet assaut contre la liberté et contre sa démocratie. Nous avons choisi d'imposer une pression économique sur le régime de Vladimir Poutine par les sanctions qui doivent continuer notamment via des sanctions sur le secteur énergétique et les importations d'hydrocarbures. Nous avons choisi de livrer des armes aux Ukrainiens pour se défendre sur le terrain. Nous avons fait ce choix parce que c'est notre responsabilité en tant qu'Européens de tout faire pour arrêter cette agression. Nous avons aussi fait le choix de façon très stratégique puisque c'est la seule façon de mettre fin à cette guerre, c'est de rééquilibrer le rapport de force, de donner aux Ukrainiens les moyens de repousser l'agression russe. Cette stratégie fonctionne. Aujourd'hui, les Ukrainiens, grâce avant tout à leur résistance héroïque, à leur bravoure sur le terrain, sont en train de repousser la Russie. La Russie s'était lancée dans une guerre de conquête maximaliste, niant l'existence même de la nation ukrainienne, allant jusqu'à menacer le président Zelensky à Kiev. On voit aujourd'hui les troupes russes en déroute repousser progressivement sur le terrain. La seule façon de continuer à repousser la Russie et donc de pouvoir espérer mettre fin à cette guerre, de continuer à défendre l'Ukraine et de continuer à faire monter la pression économique sur la Russie, de continuer à isoler diplomatiquement la Russie et d'envoyer des armes, de continuer à livrer des armes aux Ukrainiens. Aujourd'hui, le monde entier, l'Europe en particulier, a les yeux rivés sur la France puisque cette élection aura des conséquences. Marine Le Pen est contre les sanctions contre la Russie. Marine Le Pen est contre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Marine Le Pen propose que la France sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN pour créer une nouvelle alliance avec la Russie de Vladimir Poutine. Un renversement d'alliance qui non seulement isolerait la France sur la scène internationale, mais qui casserait le front uni occidental que nous avons réussi à créer pour défendre les Ukrainiens. L'élection de Marine Le Pen, c'est donc la garantie non seulement de l'isolement diplomatique de la France, mais de la première fissure, la première lueur d'espoir pour Vladimir Poutine pour espérer mettre fin au soutien occidental à l'Ukraine qui jusqu'ici fonctionne sur le terrain. Donc cette élection aura des conséquences pour nos intérêts, pour nos valeurs, pour l'honneur, je dirais même, de la France. C'est pourquoi le 24 avril, il faut voter contre Marine Le Pen, il faut faire barrage à l'extrême droite. Merci. Voilà, maintenant nous avons en ligne, je crois, Guillaume Trichard. Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour monsieur. Alors vous êtes secrétaire général du syndicat UNSA et vous avez souhaité également participer à ce meeting citoyen. Vous pouvez peut-être nous parler notamment des conséquences éventuelles d'une élection de Marine Le Pen en termes de lutte sociale. Et elle se présente souvent comme la candidate du pouvoir d'achat. Et peut-être que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est faux et c'est encore une manière de se présenter que vous pouvez déconstruire. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ce meeting citoyen est rassurant car le silence commençait à devenir assourdissant. Car pour l'UNSA, une fois de plus, une fois de trop, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et pour l'UNSA, oui, Marine Le Pen est l'héritière, je dirais même la rentière, vous parliez du pouvoir d'achat, la rentière de l'extrême droite française, raciste, antisémite, homophobe, sexiste. Et elle est, évidemment, vous l'avez dit, un danger pour les travailleurs et les travailleuses, contrairement à ce qu'elle proclame, à ce qu'elle affirme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir serait fondée sur un programme profondément xénophobe qui menacerait la démocratie et la démocratie sociale, dont le syndicalisme est l'expression, fracturerait le pays, opposerait les travailleurs les uns aux autres. Il ne vous aura pas échappé que dans son programme, elle veut modifier la Constitution pour
recycler son terme de préférence nationale, qu'il appelle autrement, mais ça revient au même, et donc elle met à bas un principe fondamental de la Constitution, celui de l'égalité entre les citoyens, et je dirais l'égalité entre les travailleurs. Et donc, à la fois son programme économique, son programme de société, fracturerait la République dans un contexte social et économique déjà affaibli par la crise pandémique de la Covid-19. Et très clairement, elle n'apporte aucune réponse aux difficultés des travailleurs. Les travailleurs et les travailleuses sont généreux et sont solidaires les uns avec les autres, et ça va bien au-delà des frontières du pays. Donc, la préférence nationale ou l'enfermement de notre pays dans son nationalisme économique est un projet économique dangereux pour les entreprises, mais surtout pour les travailleurs et les travailleuses. Par ailleurs, à l'UNSA, nous sommes, vous savez, attachés à l'Union européenne, et elle veut faire croire aux travailleurs et aux travailleuses que toutes nos difficultés trouvent leur source dans l'Union européenne dont elle veut sortir. Alors que nous pensons, nous, à l'UNSA, que face aux instabilités du monde, notre destin est et doit être collectif, il est européen. Les exemples d'ailleurs de ses amis, qu'il s'agisse de Bolsonaro au Brésil, de Viktor Orban en Hongrie, ont démontré une chose, ça a déjà été dit, c'est qu'une fois en poste, chacun d'entre eux a tout mis en œuvre pour mettre en place un régime autoritaire, en limitant les libertés individuelles, en muselant la presse, mais en muselant également les contre-pouvoirs, que sont notamment les syndicats. Et nos amis syndicalistes dans ces pays souffrent, ne sont plus en capacité de se battre pour défendre les travailleurs et les travailleuses. Elle est profondément opposée au système des conventions collectives, où elle préférerait la création de corporations dans les entreprises, contrôlées évidemment par son parti, le Rassemblement national, qui est l'héritier lui aussi de l'extrême droite, de cette extrême droite française, qui n'a jamais cherché l'intérêt des travailleurs, des plus démunis, des plus pauvres. Et donc, évidemment, nous, à l'UNSA, notre organisation appelle tous les travailleurs, tous les citoyens à faire barrage à Marine Le Pen, au Rassemblement national, en utilisant le 24 avril prochain le seul bulletin de vote à disposition, le seul candidat républicain de ce second tour, celui d'Emmanuel Macron. Il y a évidemment ce débat sur le bilan du président sortant et sur le programme du candidat, mais l'urgence aujourd'hui est de préserver l'espace démocratique de débat qui est la République. Donc le 24 avril, d'abord, on préserve la République et ensuite, on débattra en citoyen avec le président de la République, qui, nous l'espérons, sera Emmanuel Macron. Merci. Merci à vous pour votre intervention. On a bien entendu d'abord préserver la République, quel que soit notre avis sur la politique d'Emmanuel Macron. Merci à vous. Je crois que maintenant, nous avons une intervention du Premier ministre Bernard Cazeneuve. On peut écouter maintenant. Est-ce que nous l'avons? Oui, une petite seconde. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci du fond du cœur de m'avoir permis de participer à ce grand meeting numérique que vous organisez pour que nous exprimions clairement notre choix à la veille du second tour des élections présidentielles. Pour ma part, comme chacun d'entre vous, je voterai dimanche prochain pour Emmanuel Macron. Je le ferai avec à l'esprit la très belle formule du général de Gaulle. Sont Français ceux qui veulent que la France continue. Et comme beaucoup de nos concitoyens, je souhaite qu'au soir du second tour de l'élection présidentielle, soulagés, confiants dans notre avenir, nous puissions considérer que nous avons tout fait pour que la France continue. C'est parce que je veux que la France continue à porter un message universel au sein de l'Union européenne que j'ai toujours combattu les idées et le message du Front National.
Je ne veux pas que la France s'éloigne de la Convention européenne des droits de l'homme. Je veux qu'au sein de l'Union européenne, parce que la France a vocation à continuer, elle porte les valeurs universelles que les peuples du monde ont toujours aimées d'elle. Je veux que la France continue à qualifier les dictatures pour ce qu'elles sont, surtout lorsqu'elles remettent en cause le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, leur liberté, leur aspiration à un avenir pour leurs enfants, et que l'on soit en situation, en France et en Europe, de combattre avec la plus grande détermination la violence et la barbarie à l'œuvre en Ukraine, et que l'on condamne toute forme de complicité avec le régime de Vladimir Poutine. C'est parce que je veux que la France continue, que j'espère la voir poursuivre le travail qui a été engagé à l'occasion de la grande conférence pour le climat de 2015, pour que nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures puissent continuer à vivre sur la planète parce que nous aurons fait les efforts nécessaires pour la protéger du réchauffement climatique. C'est parce que je veux que la France continue que je suis très inquiet à l'idée qu'on puisse la disloquer dans l'idéologie de la confrontation, de la haine, de l'exclusion, qui a toujours été au cœur du discours des formations de l'extrême droite. C'est parce que je vois l'antisémitisme monter, que je vois toute forme de racisme s'exprimer avec une violence extrême sur les réseaux sociaux, que je veux que la France continue avec son amour de l'altérité, c'est-à-dire cette volonté de faire en sorte que chacun demeure toujours dans le respect de son prochain. C'est parce que je veux que la France continue, comme vous, comme chacune et chacun d'entre vous, comme des millions de Français, que je me rendrai aux urnes dimanche prochain en ayant à l'esprit l'image de ces citoyens rassemblés aux fenêtres de leurs immeubles à l'occasion de la grande manifestation du 11 janvier 2015, lorsqu'alors que les formations d'extrême droite cherchaient à instiller partout les ferments de la division et de la haine, nous étions un peuple déterminé à demeurer debout autour des valeurs fondamentales de la République. C'est parce que je veux que la France continue, que je m'inquiète de voir les projets de la candidate d'extrême droite remettre en cause les principes fondamentaux de l'état de droit et envisager un changement de notre Constitution qui serait comme une blessure infligée à notre démocratie et à nos libertés. Pour toutes ces raisons, je vous invite donc, comme j'invite chacune et chacun de nos concitoyens, à se déplacer dimanche prochain pour voter et à mettre dans l'urne un bulletin au nom d'Emmanuel Macron. Je vous remercie pour votre invitation et vous dis la grande confiance que j'ai dans la lucidité et dans la capacité de notre peuple à exprimer le choix de la liberté, de la démocratie et des valeurs que nous avons en partage. Merci beaucoup au Premier ministre Bernard Cazeneuve pour ce message d'engagement. Alors, je ne sais pas si Jacqueline Costa-Lascou est avec nous. Je ne suis pas sûr de l'avoir connectée. Je la voyais tout à l'heure, qui patientait avec sa bibliothèque derrière elle. Non, je ne la vois pas non plus. D'accord. Alors, est-ce qu'en attendant qu'on retrouve Jacqueline Costa-Lascou, je crois qu'on a un message du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Est-ce qu'on peut tout à fait vite ce message vidéo en attendant qu'on retrouve Jacqueline Costa-Lascou? Mesdames, Messieurs, dans quelques jours, nous aurons à faire le choix du pays dans lequel nous voulons vivre. Nous aurons à choisir si nous souhaitons construire ensemble la France de 2030 ou si, dans une nostalgie mortifère, nous préférons la France de 1930. Nous aurons à choisir si nous souhaitons une France ouverte, solidaire, qui emprunte la voie du progrès social, de l'écologie, ou au contraire, si nous voulons une France divisée, qui ne regarde pas tous ses enfants de la même manière, une France du déclin, une France isolée du monde. La candidate d'extrême droite nous promet un changement civilisationnel. Et qui souhaite une civilisation où l'autre est un ennemi, où celui qui n'est pas comme nous, qui ne pense pas comme nous, qui ne mange pas comme nous, qui ne s'habille pas comme nous, est marginalisé, stigmatisé
interdit de voix au chapitre. Qui souhaite une liberté d'expression muselée, une liberté de la presse entravée, une civilisation où les institutions de notre République seraient éhontément violées? Pas moi, pas vous. L'extrême droite n'a apporté que le malheur en Europe et en France. Elle se présente comme un remède, mais c'est en réalité bien pire que le mal. Marine Le Pen avance masquée dans cette élection. Et ne soyons pas dupes, son entourage composé d'antisémites notoires, anciens du GUD, de néo-nazis, est toujours là. Je n'oublie pas qu'il y a quelques mois, elle demandait aux Juifs de France de faire un petit effort en ne portant pas leur kippa dans l'espace public. Je n'oublie pas qu'elle a hérité d'un parti qui a été dirigé pendant de très longues années par un homme, son père, condamné 19 fois pour incitation à la haine raciale. Non, ça n'est pas un point de détail. Et puis, nous n'avons pas la même vision de la société. Jamais nous ne dénierons, comme ses amis, la nationalité française à un père, un grand-père qui a enterré ses enfants en Israël. Le pire n'est jamais certain. Pour l'éviter, c'est la mobilisation de tous. Votre mobilisation qui est plus que jamais indispensable. S'abstenir, c'est faire le jeu des extrêmes. Le 24, nous avons le choix entre la fraternité. Le 24, votons pour Emmanuel Macron. Merci au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Alors, je crois qu'on avait un autre message vidéo d'un autre avocat, François Zimeret. Je ne sais pas si on peut le diffuser maintenant. Ou si on passe à une autre. Peut-être le présenter en quelques mots, qui est donc ambassadeur de France au Danemark et ambassadeur de France chargé des droits de l'homme, et qui doit normalement nous parler des atteintes aux droits humains et aux libertés individuelles de Marine Le Pen, si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Je crois qu'on peut l'écouter. Oui. Bonjour. C'est important pour moi de participer à cette mobilisation en vue du second tour de l'élection présidentielle. Comme diplomate, j'ai appris à voir la France dans le regard des autres. On se définit, on se construit parfois dans le regard des autres. C'est vrai pour une personne, et je crois que c'est vrai aussi pour une nation. Et la France, pour beaucoup dans le monde, cela représente bien plus qu'un territoire, une population, des paysages. C'est d'abord une idée, et une idée à laquelle, de tout temps, les êtres sur Terre sont demeurés attachés. Je pense à cette phrase prononcée par François Mitterrand au soir de son élection, le 10 mai 1981. Ce soir, des millions d'êtres, de millions d'hommes et de femmes sur Terre vont enfin entendre la France parler le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle. Notre place dans l'Europe, l'avenir de l'Europe, mais également notre place aux Nations Unies, notre siège au Conseil de sécurité, sont aujourd'hui en question. On mesure mal à quel point l'importance de la marque France, ce qui fait que notre voix est écoutée, que notre parole est souvent attendue, l'autorité qui s'attache à la voix de la France dans les enceintes internationales, la qualité d'écoute lorsque la France s'exprime, cela fait partie du patrimoine des Français. Et on imagine mal ce qui adviendra si demain Marine Le Pen s'assoit dans le fauteuil du général de Gaulle. Ce sera alors pour notre pays le début d'une nouvelle ère, l'ère d'un grand déclassement. Et je crois qu'on arrive au bout de cette intervention et de la liste des personnalités qui voulaient s'exprimer ce soir. Merci à tous d'y avoir participé. C'est vrai que c'était des conditions un peu acrobatiques, des conditions techniques. Donc merci à tous ceux qui ont voulu quand même faire cet événement citoyen, cette initiative spontanée.
Je crois qu'on a entendu beaucoup de choses quand même lors cet après-midi, à la fois sur les dangers liés aux libertés publiques, à la démocratie. On a eu aussi des mises en garde sévères sur les relations internationales, la politique étrangère. Nous avons eu un syndicaliste qui nous a rappelé ce que l'extrême droite avait de dangereux pour les droits des travailleurs, pour la protection sociale. Et au fond, je crois qu'en conclusion, on peut toujours avoir des réserves, évidemment, sur Emmanuel Macron. On peut toujours choisir de ne pas adhérer au projet politique d'En Marche. Mais je crois qu'il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est finalement faire barrage par procuration. Je crois qu'il y a quand même une limite à cette stratégie-là de dire finalement, moi, je vais m'abstenir ou je vais voter blanc et je vais compter sur les autres pour faire le sale boulot ou pour finalement voter pour l'autre candidat. Moi, je ne fais pas de leçon de morale. Je suis très pragmatique. Simplement, à la fin du dépouillement dimanche soir, on verra le nombre de bulletins d'un côté et de l'autre, et c'est ça qui fera le résultat. Et je nous souhaite que personne n'ait de remords sur son vote dimanche. Donc, dimanche prochain, allez voter, votez bien, et puis vive la République et vive la France. Merci à tous. Merci. Merci à tous.